En France, au cours de l'année 2016, 138 personnes sont mortes, victimes de leur partenaire ou ex-partenaire de vie. 78% des victimes sont des femmes. On parle de crime passionnel. Henri avait 5 ans lorsqu'il a vu son père abattre sa mère d'un coup de fusil. Un drame qui l'a laissé orphelin et dont il ne s'est jamais remis. Quant à Katia, elle a bien failli perdre la vie après que son compagnon lui a tiré une balle en pleine tête alors qu'elle dormait. Peut-on parler de meurtre par amour ou désamour? Doit-on plutôt qualifier ces crimes qui, dans 8 cas sur 10, visent des femmes, de féminicide? Pour comprendre, j'ai rencontré Habiba Touré, avocate spécialisée. Elle est auteure d'une thèse sur le sujet. Et le docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre, près la Cour de cassation. Mais d'abord, le témoignage bouleversant d'Henri de Maison. Ézine, près de Bordeaux. C'est ici que vit Henri, 31 ans. Un homme traumatisé depuis l'enfance. Car Henri a vécu un drame familial terrible. C'était en juillet 1992, alors qu'il n'avait que 5 ans. Henri est le petit dernier d'une fratrie de 4 enfants. Une famille pas forcément unie et des parents dont il n'a que peu de souvenirs. Au tout début, ils se sont mariés, ils ont eu un bon mariage. C'est, il me semble, à partir de la naissance de quelques enfants, que ce soit, je ne sais pas à partir de quel frère ce fut ou si c'était moi. Mais c'est vrai que le cumul d'enfants et les disputes, ça a créé beaucoup de conflits entre eux. À l'aube de ses 5 ans, les parents d'Henri divorcent. Beaucoup plus jeune que ses frères et sœurs, Henri se retrouve sans le vouloir au cœur de la rupture entre ses parents. Ils se sont beaucoup disputés ma garde. Et là, il y a eu beaucoup de ragots des deux côtés. Moi, j'étais au milieu à écouter ce que disaient les uns les autres, mais c'était assez compliqué. Je voyais que j'étais tiraillé entre les deux familles et à savoir où j'allais aller. Du coup, moi, j'étais en garde partagée. Je passais la semaine et un week-end chez ma mère et un week-end sur 2 chez mon père. Malgré la séparation, la tension reste palpable dans le couple. Un jour, Ricky, le père d'Henri, vient le récupérer chez sa mère et lui fait une demande particulière. Il y a eu, comme d'habitude, un échange, quoi. Je partais de chez ma mère et je rentrais dans la voiture de mon père pour partir. Mais ce jour-là, il m'a demandé de rentrer dans la voiture, de boucher mes oreilles, de fermer mes yeux, de ne pas me retourner. Moi, je suis rentré dans ma voiture et j'ai 5 ans, j'ai pas écouté. Je me retourne dans la banquette arrière, je regarde ce qui se passe et je vois mon père qui prend un fusil de chasse et qui tire à 2 reprises sur ma mère. Je me souviens de ma mère qui demandait de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Et je me souviens exactement de l'image de ce qui s'est passé. Et j'étais, comment dire, je me souviens que je savais que je ne la verrais plus, quoi. Jacqueline, la maman d'Henri, meurt sur le coup. C'est pratiquement le seul souvenir que j'ai de ma mère. Je me souviens qu'il y avait un sorte un baril en métal sur de la gauche de ma mère, un peu loin derrière. Je me souviens exactement de tout. De la maison qui n'existe plus, parce qu'il y a un immeuble à la place. Je me souviens exactement de la scène au moindre détail, quoi. Après avoir abattu son ex-femme, Ricky monte dans la voiture. Sans dire un mot, il démarre. Henri est terrorisé. Quand on voit une chose comme ça, on peut se dire ça peut nous arriver, du coup. On sait pas. J'ai toujours connu mon père calme et jamais levé la voix ou quoi que ce soit. Mais de le voir comme ça, du coup, on se dit il peut être calme et juste après être cruel. Dans la voiture, le silence est ponctué des sanglots du petit garçon. Je me souviens avoir pleuré tout le long du trajet. Il y avait quoi, 20 minutes de trajet de route et je me souviens avoir pleuré tout ça et d'être arrivé jusqu'à la maison de ma grand-mère paternelle.
Mais sur le coup, je me souviens juste d'être arrivé et me mettre sur une table du salon et mon père qui est reparti juste après. Le père d'Henri est allé se rendre à la police. Après avoir avoué son crime, Ricky est arrêté, incarcéré et jugé pour crime passionnel. Mon père, il a pris 9 ans de prison. Il devait en avoir 12, il me semble, et il est sorti plutôt pour bonne conduite, avec du sursis, mais pas... Du coup, comme jugé comme crime passionnel et pas prémédité. Une qualification juridique qui explique la clémence de cette peine. Si la justice avait retenu la préméditation, Ricky risquait jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Une décision qu'Henri ne comprend pas. Pour moi, c'était prémédité, oui. C'est assez dur à dire, mais oui, je pense qu'il a été prémédité. C'est quelque chose de prévu. Prémédité ou non, ce crime a du jour au lendemain privé Henri de ses parents. Je me suis retrouvé sans les deux, sans mon père ni ma mère, mais j'étais quand même bien entouré par les grands-parents, ou ma sœur, mes frères. Enfin, j'étais quand même assez entouré par la famille. Mais c'est vrai que ça m'a fait une sorte de coquille où je croyais moins à la famille qu'auparavant, quoi. Pourtant, secrètement, le petit garçon espère toujours revoir sa maman. Je continuais à y penser, mais je ne savais pas si c'était vraiment... comment dire? Je savais que c'était ce qui s'était passé, mais je ne savais pas si je graduais la mort à point de plus jamais voir une personne. Je me souviens de l'avoir appelé, ça m'était déjà arrivé, ou même d'y penser, ou espérer la revoir, mais c'est juste parce que c'était surtout un manque et que, comme tout enfant, avait besoin, quoi. J'ai vraiment senti coupable de ça, surtout qu'on m'a dit, on m'a déjà dit que c'était ma faute, que c'était à partir du moment de ma naissance qu'ils ont commencé à se séparer. Enfin, j'ai entendu beaucoup de ces choses-là, donc normal qu'au début je me suis pas mal remis en question sur tout ça. Enfant, Henri doit non seulement porter le poids de la culpabilité, mais il doit en plus accompagner sa grand-mère au parloir de la prison pour visiter son père. Chaque fois qu'il s'y rend, Henri a la boule au ventre. Moi, j'étais un peu de côté. Je venais juste pour faire plaisir à ma grand-mère, mais c'était pas trop... je n'avais pas le besoin de le voir ou quoi que ce soit, quoi. Notre relation était assez froide et spéciale. Je me suis mis à une sorte de mode de survie et je me dis que faut pas se laisser aller, il faut pas être faible. C'est de l'instinct, je survis comme ça. Enfin, je suis passé outre et c'est passé et puis à moi d'avancer, quoi. En 2001, Ricky sort de prison. Mais Henri se méfie de son père. La seule fois où j'ai vu mon père s'énerver, c'était ce jour-là, quoi. Donc du coup, par la suite, c'était toujours une peur de le voir s'énerver à nouveau à ce point-là, quoi. Je me disais que si ça arrivait une fois, ça peut arriver une autre fois. Pourtant, à peine sorti de prison, Ricky semble chercher à se racheter auprès de son fils. À ce moment-là, je l'ai senti assez, comment dire, conquérant, je dirais. Il voulait me récupérer en étant, comment dire, plus affectueux à faire des cadeaux, etc. Pour ses 14 ans, Ricky promet à son fils un cadeau particulier. Il voulait me faire une surprise et m'amener à Disney. Du coup, c'était une semaine ou deux pour les vacances. Du coup, prépare les affaires et tout, et on a une date et tout, donc ce jour-là, on va prendre l'avion. Et je me rends compte qu'on va pas à Disney, mais on va ailleurs, quoi. En réalité, Ricky a désormais une compagne.
une femme qui vient d'être mutée en Guyane. Le couple a décidé de s'y installer avec Henri. Une fois qu'on arrive là-bas, je me dis c'est pour les vacances. Et non, il me dit qu'on reste là-bas, qu'on va rester là-bas tout le temps. Du coup, j'écoute. Je peux pas faire autrement. Je me souviens juste surtout de me dire comment je veux faire, quoi. Je me voyais mal lui dire non, je veux rentrer et sachant, le connaissant, je n'ai pas osé lui tenir tête ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, je savais que je n'aurais pas mon mot à dire, quoi. Pendant 3 ans, Henri subit cette nouvelle vie qu'il n'a pas choisie, loin de sa famille et de ses amis. Jusqu'au jour où, presque majeur, il décide de prendre son courage à 2 mains. À mes 17 ans, j'ai décidé qu'il fallait que ça change, quoi. Je me voyais mal rester comme ça, j'en avais vraiment marre. Et du coup, j'ai décidé de partir. J'ai contacté ma grand-mère maternelle et elle m'a payé un billet d'avion électronique. Donc j'ai fouillé dans la maison pour récupérer mon passeport et je suis rentré avec ça. Un soulagement pour Henri qui prend une décision radicale, couper les ponts avec son père. Une solution dont il pense qu'elle va enfin le protéger de son histoire. Mais ce sera loin d'être aussi simple. Maître Abiba Touré, qu'est-ce que c'est qu'un crime passionnel ? Écoutez, un crime passionnel, d'un point de vue strictement juridique, ça n'a aucune définition. En tout cas, ça ne correspond à rien dans notre arsenal judiciaire. C'est plutôt une notion littéraire et journalistique qui évoque en réalité les crimes commis au sein de la cellule familiale ou en tout cas les crimes amoureux. Ces crimes qu'on commet par passion, par amour, par désamour, est-ce que ça constitue une circonstance aggravante ? Ou est-ce que ça peut être en même temps une circonstance atténuante parce qu'il y a de la passion, il y a de l'amour ? Il est évident que lorsque l'on l'utilise comme moyen de défense, lorsqu'on évoque la notion de crime passionnel, c'est parce qu'on veut justement que ce soit une circonstance atténuante. Maintenant, d'un point de vue strictement juridique, ça constitue une circonstance aggravante. Parce que, comme je l'indiquais, justement, c'est des crimes qui interviennent dans le huis clos familial, dans le huis clos conjugal. Donc, nécessairement, dans un lieu où on est censé être en sécurité. Docteur Zaguri, est-ce qu'il y a un profil particulier chez ces assassins ? Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà un passé, qui ont déjà une propension à passer à l'acte ou pas du tout ? Je crois qu'on peut dire que c'est des hommes ou des femmes, 15% à peu près, ou des femmes ordinaires. Ordinaires, ça veut dire que ce ne sont pas des grands pervers, des grands psychopathes, des malades mentaux. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, une pathologie psychiatrique absolument évidente. On retrouve en effet un certain nombre de caractéristiques qui sont centrées sur une grande fragilité de l'estime de soi, une grande fragilité narcissique et éventuellement associées à des troubles de la personnalité, du type de la psychorigidité, de la projectivité, d'une sensitivité particulière. Et je dirais que le maître mot, c'est l'angoisse d'abandon, c'est l'incapacité à supporter l'idée même de la séparation. On a vu l'histoire d'Henri, qui va voir sa mère mourir, tuée par son père d'un coup de fusil. Il est âgé de 5 ans. Est-ce qu'on peut se remettre d'une chose pareille ? Alors, non seulement l'enfant est orphelin de sa mère, c'est-à-dire qu'il perd sa mère, mais c'est son père qui a tué sa mère. Et si vous voulez, le narcissisme, les fondements même de l'estime, la vôtre, la mienne, c'est la relation interparentale. C'est le fait que nous soyons issus d'une rencontre entre un père et une mère qui s'aimaient. Même s'ils ne se sont plus aimés par la suite, à un moment donné, on est le fruit de cette rencontre. Donc, sur quelle représentation
va-t-il désormais pouvoir s'appuyer pour, je dirais, sa propre survie, sa propre estime de lui-même. Donc tout ça font que c'est une situation extrêmement singulière qui, effectivement, va le suivre durant toute sa vie. Katia a elle aussi vécu un drame passionnel qu'elle va devoir subir le reste de sa vie. À 43 ans, cette Bruxelloise est une femme épanouie. Pourtant, le 26 janvier 2007, Katia a frôlé la mort, victime du coup de folie d'un ex-compagnon éconduit. À l'époque, j'étais quelqu'un de très dynamique. J'aimais beaucoup sortir, m'occuper. Elle adorait le ski. Elle a fait partie de camps musicaux. Elle était toujours été très active. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de découvrir des trucs. Dès que j'entends quelque chose d'un peu à sensation, si je peux le faire, je vais essayer. Et voilà, ça c'était moi. Une assoiffée d'aventure, une passionnée, qui s'épanouit dans la vie comme en amour. Chaque fois qu'elle avait une relation, ça durait quand même 2-3 ans. Et puis, certains événements ont fait que la relation s'est terminée. Mais non, elle ne m'a pas présenté énormément de petites amies. À l'époque, au niveau sentimental, je sortais d'une relation longue et finalement très belle. Donc voilà, je ne cherchais pas nécessairement une relation stable et durable, mais à cet âge-là, à 30 ans, oui, en effet, j'avais envie d'essayer de trouver le bon avec qui je pourrais construire un avenir. Et voilà justement qu'un soir, Katia rencontre Guylain. Ils se plaisent, se revoient et démarrent une histoire. C'était vraiment quelqu'un de gentil, serviable, toujours là pour aider l'autre, et je veux dire très, très gentil avec moi à un moment donné, très galant. Donc oui, l'homme qui avait l'air bien. Un garçon gentil et attentionné. Mais rapidement, Katia s'aperçoit que Guylain ne lui convient pas. Ça faisait à peine 3 semaines qu'on était ensemble. Je lui ai dit que voilà, j'envisageais pas les mêmes choses que lui, qu'on n'avait pas vraiment les mêmes attentes. Et donc voilà, il avait l'air de l'avoir très bien accepté en me disant on pourra quand même rester amis, on pourra quand même continuer à une fois se voir de temps en temps. Et moi je lui ai dit oui évidemment, bien sûr. Je vais dire, c'est juste que voilà, j'ai pas envie de continuer, d'être malhonnête. Parce qu'alors lui, il me disait, oui, mais moi, je me suis déjà un peu attachée à toi, t'es vraiment quelqu'un de génial. Je dis, oui, mais moi, justement, on n'a pas envie de jouer à cet âge-là, on n'a pas plus envie de perdre son temps. Et donc, du coup, il m'a dit, ok, je respecte bien sûr tout à fait tes choix. Mais en réalité, Guylain accepte difficilement la décision de Katia. Il s'accroche. Il m'envoyait souvent des petits messages. Tu sais, je pense à toi, je crois que je t'aimais déjà. Messages auxquels je répondais toujours un peu sèchement, dans le sens pour lui faire comprendre oui, mais moi pas, donc voilà. Elle disait, il veut pas me lâcher, un moment donné, il va comprendre, ça va s'arrêter là, quoi. J'ai eu une bonne semaine de messages, puis quelques jours sans, et alors jusqu'au jour où je faisais une sortie. Et en fait, là, de nouveau, je reçois des messages, mais après, je ne suis pas quelqu'un qui se stresse vite, mais ce que j'ai trouvé quand même bizarre, c'est qu'il me dit « Je sais où tu es, avec qui tu es, et je vais venir te rejoindre ». J'ai tout de suite répondu en disant « Écoute, là, je suis avec de la famille, avec un ami, donc on en était clair. Donc voilà, non, tu viens absolument pas me rejoindre. » Et puis quand on sort du bar, je reprends mon sac, bien sûr, je prends mon GSM, je regarde, et là, je vois des appels en absence, des messages, je sais où tu es, je sais avec qui tu es, et j'aimerais bien qu'on se revoie, je dois te parler, je t'en supplie. Katia ne répond pas,
et rentre chez elle. Dans le hall de son immeuble, elle tombe nez à nez avec Guylain. J'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, je voulais encore vraiment te parler une dernière fois pour être sûr que ce soit vraiment ta dernière décision. Et il était 2h30, 3h du matin quand je suis rentrée. Donc là, je lui ai dit, on ne va pas réveiller tous les gens de l'étage où j'habitais. Je dis, ben, rentre 5 minutes, mais je dis, ma décision restera la même. Donc, il rentre, on s'installe dans le canapé. Le début d'une longue conversation, calme et sereine, à l'issue de laquelle Guylain se résigne enfin. À 5h du matin, le jeune homme demande à Katia s'il peut rester dormir chez elle, car il doit aller travailler 2 heures plus tard. Je lui dis, bah oui, évidemment. Je dis, moi, de toute façon, demain matin, je dois conduire maman à la gare. Il me dit, oui, non, mais je serais partie avant, parce que moi, je devais partir vers 8h, 8h15, je ne sais plus exactement. Et alors, donc voilà, donc moi, je vais me mettre dans le lit. Lui, bah, il s'est mis dans le fauteuil, et voilà. Katia s'endort. À 7h, son réveil sonne. Elle le coupe et se rendort quelques minutes. Quand soudain... Je me suis réveillée, j'ai rien compris. Je saignais des oreilles, du nez. Enfin, ça, c'est ce que je sentais. Et alors, lui, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu saignes de partout. Et j'ai dit, appelle les secours, appelle les secours. Moi, j'ai pensé, comme j'étais infirmière, que j'avais fait une rupture d'anévrisme cérébral, que quelque chose avait pété dans mon cerveau. Alors, je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. Surtout que j'ai pas perdu conscience, rien du tout. Une douleur intense à la tête empêche Katia d'ouvrir les yeux. Elle est plongée dans le noir. Katia entend Guylain appeler les secours, puis sa mère. Mais le temps passe et personne n'arrive. Finalement, j'entends de nouveau du bruit. Et là, paf, j'entends une détonation. Un coup de feu, un coup de revolver. J'entends les derniers râles. Et là, c'est clair, il y a un cadavre. J'entends la mort en direct. Et donc, là, je crie. Là, mon métier m'a sauvée parce que je ne me suis pas levée du lit. Je suis vraiment descendue en rampant à 4 pattes pour éviter de faire un malaise, une chute de tension. Et alors là, j'ai trouvé la porte de sortie. Et là, je me suis mise dans le hall. Et là, j'ai crié au secours, au secours, au secours. Et là, une voisine m'a entendue. Elle est sortie, elle m'a vue. Donc là, elle a failli faire un malaise aussi. Et puis finalement, elle a quand même appelé les secours. Là, ils ont dit on va la perdre. Parce que là, avec le changement de température, le froid et les heures qui s'étaient déjà écoulées, je pense que je rentre en état de choc. De son côté, la mère de Katia, inquiète de n'avoir aucune nouvelle de sa fille qui devait pourtant l'accompagner à la gare, contacte Tony, un voisin et très bon ami de sa fille. C'est là qu'elle apprend le drame. Tony est venu me chercher et je me souviens même qu'il me disait « c'est grave, c'est grave, c'est grave », à tel point que je lui dis « enfin, je dis Tony, elle est quand même pas morte ». Alors il m'a dit « non, 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 mais c'est grave, c'est grave ». Et donc quand moi je suis arrivée, j'ai vu l'ambulance qui partait et je me suis dit « au moins, elle est entre de bonnes mains ». Arrivée à l'hôpital, Katia est encerclée par les médecins. Les minutes sont comptées, il faut faire vite. Et alors là, il y a eu un branle-bas de combat, dans le sens où scanner cérébral en urgence, IRM, résonance magnétique. Et c'est là qu'en fait le verdict est tombé que j'avais reçu une balle dans la tempe gauche et qui était ressortie dans la tempe droite. Une balle de 9 mm lui a traversé la tête. Par miracle, son cerveau est indemne, mais le projectile lui a sectionné le nerf optique. Les médecins sont venus annoncer que
que voilà, donc là, c'était clair, j'étais aveugle et j'avais une balle dans la tête et voilà. Katia va rester aveugle toute sa vie. Docteur Zaguri, comment peut-on expliquer le geste de Guylain qui va tirer une balle en pleine tête de Katia pendant son sommeil, parce qu'elle veut le quitter? Vous noterez qu'il la connaissait depuis très peu de temps, qu'il l'a fréquentée depuis très peu de temps. 3 semaines. Et qu'il était en quête de quelque chose qu'on retrouve presque toujours dans ce type d'affaires, c'est-à-dire de recherche d'explication. Je veux une explication. Vous savez, la fameuse explication amoureuse pour rendre compte de la rupture. Et donc, alors, malheureusement, l'expérience montre que certaines de ces explications sont la dernière étape avant le drame. On a vu dans l'histoire, Katia, elle vient d'apprendre qu'elle a perdu la vue. Comment est-ce qu'elle gère une pareille annonce? Comment est-ce qu'elle peut continuer à exister après ça? Il y a en elle manifestement un appétit de vie, on dit aujourd'hui une résilience, enfin des capacités de résilience tout à fait importantes, pour ne pas dire exceptionnelles, qui font qu'elle va rebondir et en quelque sorte occuper le nouveau statut qui est le sien, qui est celui d'une femme aveugle, et en définitive s'y épanouir. S'y épanouir avec les limites évidemment de ce nouveau statut. Docteur Zaguri, l'homme est mort, il s'est suicidé. Katia ne saura jamais pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'elle peut accepter cette absence de réponse? Vous savez, il y a une illusion terrible autour d'un certain nombre de drames, de procès, qui est d'abord de croire que celui qui a tué sait pourquoi il a tué. Il ne le sait pas toujours. Il en a peut-être des représentations extrêmement rudimentaires. C'est un geste qui correspond à un moment d'effondrement où on tue l'autre avant de se tuer soi-même, pour rester ensemble en fantasme. On retrouve Henri, un homme réservé, introverti. Des traits de caractère hérités de son passé. Car à l'âge de 5 ans, Henri a vu son père abattre sa mère en tirant sur elle à 2 reprises. C'est vrai que je suis pas du genre émotif ou à pleurer. Je suis pas... J'ai le cœur un peu de pierre et ça m'a un peu bloqué au niveau des sentiments, oui. J'ai toujours du mal à aimer ou m'attacher à une personne. Depuis ce drame, Henri a coupé les ponts avec son père et ne ressent plus aucune émotion. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour le décès de ma mère. À part ça, depuis, j'ai plus jamais pleuré. Même ma grand-mère qui est décédée, j'ai pas réussi à avoir une larme comme ça. J'étais triste, mais c'est pas non plus au point à avoir une larme, quoi. C'est compliqué. J'arrive pas à passer ce stade-là, quoi, de la tristesse. Une insensibilité qu'il a fini par apprivoiser. Je sais pas si j'aimerais être différent. J'arrive à vivre comme je suis et du coup, pourquoi changer ça tant qu'on me le demande pas? Soit les gens s'adaptent avec moi, soit tant pis. J'ai pas confiance aux gens en général. J'ai toujours peur qu'une personne se mette en colère et qu'elle soit méchante ou quoi que ce soit, quoi. J'ai le besoin pour me sentir bien que la personne soit comme moi. Henri est parvenu il y a 10 ans à rencontrer Laetitia, une jeune fille qui a succombé à son charme mystérieux. C'est son tempérament qui est très calme et ça m'a plu. Et moi qui suis stressée à la moindre action ou ce qui se passe autour de moi, je me dis, lui, il m'apaise, il est là, je sais qu'il sera là pour moi, et il me rassure. Henri aussi est rassuré. Laetitia est calme et attentionnée. Avec elle, il peut se livrer. Je préfère mettre les points sur les i directs et lui expliquer que j'ai une famille assez compliquée et qu'elle comprenne mon passé et comment ça se passe.
Moi, je suis fille unique et j'avoue que je suis très famille. Enfin, voilà, j'ai un entourage familial qui est vraiment sain, quoi. Mais quand je me dis que lui, il a vu sa mère tuée par son père, ouais, c'est fou. J'avais beaucoup de peine pour lui. Car en partageant la vie d'Henri, Laetitia a dû faire des concessions. Elle m'a accepté comme je suis. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire ou dans mon coin et je suis pas quelqu'un de très attentionné ou trop sur elle. Ce qu'il a vécu, rien ne pourra le changer. C'est son histoire et ça restera comme ça, je pense. Si elle est heureuse de son côté et que je le suis du mien, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Laetitia et Henri sont heureux, si bien qu'en 2017, ils donnent naissance à un petit Léo. Un moment très fort. Pour la première fois depuis 25 ans, Henri pleure. C'était pas un pleur de tristesse, c'était de la joie. Et c'était assez spécial du coup. Je sais pas, je me suis senti bien et assez surpris, en fait, je dirais. C'était une émotion que j'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai déjà vécu ça très jeune. Mais après, depuis ce qui s'est passé, c'est vrai que j'ai pas eu de réel amour. Je pense qu'il ne sait plus comment exprimer ses sentiments envers quelqu'un qu'il aime, puisque sa mère qu'il aimait a disparu en quelques minutes, quoi. Mon fils, ça reste quand même... Enfin, comment expliquer ça? Je suis attaché à mon fils. C'est sûr que je l'aime et que je tiens à lui. Mais je sais pas, je vais essayer de l'aimer comme mon père n'a pas su le faire, quoi. Maintenant qu'on est 3, c'est vrai qu'il a changé. Maintenant, il est beaucoup plus présent et il comprend que c'est important qu'on soit tous ensemble. Pourtant, le lourd passé d'Henri pèse aujourd'hui encore sur les épaules du jeune papa. J'arrive pas à en projeter, je vis au jour le jour et c'est ça qui m'a permis de survivre jusqu'à là. Donc je vais continuer comme ça et je verrai bien comment ça se passe. J'ai pas plus de but que ça dans la vie que de vivre au jour le jour. Henri n'a pas de but, mais il a une certitude. L'avenir de sa famille se fera loin de son père. Aujourd'hui, avec mon père, c'est compliqué. C'est plus de la... Oui, c'est sûr, c'est de la rancœur, mais je pourrais plus jamais lui adresser la parole ou même le voir. C'est pas concevable pour moi, quoi. C'est vrai que moi, j'aurais aimé avoir une deuxième famille, parce que souvent, on parle des belles-mères, des beaux-pères, mais bon, après, on fait avec, hein. Je le vois toujours comme l'assassin de ma mère et pas trop comme un père. Un traumatisme lourd. Pourtant, chaque jour, Henri tente de profiter de la vie. S'il ne sait pas encore où il va, il sait d'où il vient. Et il le revendique avec fierté. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir sans drogue, sans délinquance, sans quoi que ce soit. Alors que j'aurais pu facilement tomber là-dedans, quoi. Aujourd'hui, je suis dans une maison avec mon fils et ma copine, il suffit juste de se battre, quoi. Docteur Zaguri, on vient de l'entendre hein, de la bouche d'Henri. Ce qu'il a vécu, les conséquences du crime auquel il a assisté, la mort de sa mère tuée par son père, sont très lourdes sur sa vie aujourd'hui et sur celle des siens. Ce garçon s'exprime très calmement, très posément, il est très contrôlé, on le sent à la fois sensible et en même temps maîtrisé. Aujourd'hui, c'est un adulte qui vit avec une femme, il a un enfant. Comment voulez-vous qu'il ne se pose pas la question
de son rapport avec sa femme et avec son enfant. Il est extrêmement franc. Il dit aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne ressens plus d'émotions, j'ai du mal à ressentir des émotions. Pourquoi cette réaction ? L'une des défenses par rapport à une situation traumatique comme celle qu'il a pu rencontrer est de mettre à distance sa vie émotionnelle. C'est une espèce d'anesthésie, si vous voulez, qui se sent en quelque sorte amputé d'une certaine capacité à ressentir, n'est pas pour nous étonner, peut-être que ça lui a sauvé la vie. C'est évidemment sa façon à lui de filtrer, si vous voulez, de maîtriser des émotions qui, s'il les laissait le submerger, peut-être serait impossible à soutenir. Katia lutte, elle aussi, pour surmonter le drame dont elle a été victime il y a 11 ans. C'est une miraculée. Son ex-compagnon, Guylain, n'a pas supporté qu'elle le quitte après 3 semaines de relation. Alors, il a prétexté une dernière discussion avant de lui tirer une balle en pleine tête. Grièvement blessée, Katia a appris 6 heures plus tard que la balle avait traversé son crâne et qu'elle restera aveugle à vie. Quand on m'a dit que je ne reverrais plus jamais, oui, impossible, je pourrais pas. Et puis, en plus, mon métier, ma vie, elle était bien rangée dans le sens où j'avais mon boulot, j'avais ma voiture, j'avais mes passions, donc, pour moi, vivre sans voir, non, c'était pas vivre, donc ça servait à rien. Donc, quelque part, à ce moment donné-là, j'aurais aimé qu'il y ait une complication ou qu'il y ait quelque chose et que je ne m'en sorte pas. Quand on a pu rentrer dans la chambre où était Katia, je me souviens que j'ai pris ma veste, j'ai mordu dedans pour pas hurler tellement son visage était gonflé, ensanglanté, les yeux gonflés, il y avait plein de taches noires sur les côtés, du sang caillé encore. Oh, c'était vraiment une vision affreuse pour une maman, enfin pour tous ceux qui l'ont vu, c'était épouvantable. Pour moi, c'était un mauvais cauchemar. À un moment donné, j'allais me réveiller, ou en tout cas, j'allais me réveiller et revoir à nouveau. Ce n'est que 3 semaines plus tard qu'elle prend conscience que son handicap est bien réel. Lorsque Katia est sortie de l'hôpital, oui, elle ne pouvait plus aller habiter toute seule, donc elle est venue s'installer à la maison. J'ai dit à maman, je veux faire tout le tour, et j'ai tout touché, et je touchais les cadres, et je suis encore émue. Et c'était un moment, waouh, quoi, merde, je vois plus. Et là, petit à petit, je commençais vraiment à me rendre compte que, merde, quoi, je vois plus. Et puis bon, voilà. J'ai dit à maman, on verra qui est libre, mais tu rameutes tout le monde. Là, tu me conduis chez le coiffeur. J'avais encore la tête, j'étais loin d'être très jolie à voir. J'ai dit, tu me conduis chez le coiffeur. Et j'ai dit, ce soir, on va manger à mon quartier général. Et je dois affronter l'extérieur, je dois affronter... Parce que voilà, moi, je suis plutôt comme ça. C'est dur, c'est fort, ça fait mal, mais faut affronter tout de suite. Elle a été très, très forte. C'était une battante. Et j'en sortirai et j'avancerai. Ça, c'était Katia. Mais les batailles, Katia doit les affronter quotidiennement. Et certains jours sont plus compliqués que d'autres. C'était plutôt Jean Kéry-Jean qui pleure à cette époque-là. Donc, je rebondissais dans le sens où je voulais vite affronter mes démons. Mais autant, c'était les montagnes russes. Un jour, je me disais que j'allais y arriver dans ce nouveau combat. Et le lendemain, j'y arriverai jamais, qu'on en finisse, voilà. Un jour, je voulais sauter du 4e étage, ou l'autre jour, c'était « Maman, on va au resto, on sort ». L'autre jour, c'était je prends un couteau de cuisine et je vais me le planter ». Enfin... Ça m'inquiétait, oui, ça m'inquiétait. Puis elle a eu des idées suicidaires aussi,
Elle a fait pas une tentative, plutôt un appel au secours. Oui, il y a eu des moments très difficiles, très difficiles. Il a fallu vraiment un sacré temps pour que je commence vraiment à réaliser que il allait vraiment falloir se battre pour se reconstruire et pour essayer de redevenir une femme, redevenir autonome, recréer quelque chose de ma vie. Parce que pour moi, voilà, là, j'avais vraiment tout perdu. Une reconstruction d'autant plus compliquée que rien n'explique le geste de Guilain qui, après avoir tiré sur Katia et fait semblant d'alerter les secours, a mis fin à ses jours. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Parce que ça aussi, j'ai demandé aux policiers, dites-moi qu'il était sous l'emprise de drogue ou d'alcool qui aurait pu inciter un geste de folie parce qu'il n'était pas lui-même. Non, tout étude toxicologique, néant, néant, néant. La seule explication que j'ai retrouvée dans le dossier répressif, c'est que son ex-compagne disait, il avait 46 ans, je crois, c'était un homme qui était très, très fier de sa personne, qui faisait du bodybuilding, l'apparence avait beaucoup d'importance pour lui. Et d'après ce qu'on a lu aussi, c'était un homme qui collectionnait les femmes. Et ce qui n'a pas supporté qu'une de ces femmes le laisse tomber, on n'en sait rien. Katia n'aura jamais de réponse à ces questions. Pourtant, elle continue de se battre pour retrouver un semblant de vie normale. Un long chemin au cours duquel Katia fait une belle rencontre, Maïp, une Bretonne, elle aussi malvoyante. En parlant beaucoup avec elle, devant un verre, elle m'a dit « Et tu sais, tu vas pouvoir refaire ça, tu vas pouvoir cuisiner, tu vas pouvoir t'occuper de ton ménage, tu vas pouvoir... » Et tout ça, pour moi, c'était tellement inconcevable encore quelques jours avant que je disais « Ah !» Et quand j'ai vu comment elle vivait, seule, je me suis dit « En fait, oui, tout est possible. » Maintenant, à moi de le vouloir, évidemment, et à moi de faire pour. Alors là, c'était extraordinaire parce qu'elle a tout à fait initié Katia à l'ordinateur à ce moment-là. Et le matin, elle s'occupait de Katia, donc de lui expliquer toutes les techniques, toute la manière dont elle vivait. Et puis alors l'après-midi, on visitait. Et je me souviens que Maïp, elle avait dit « Écoute Irène, pendant que je suis avec Katia, les voyants dehors », elle m'avait dit. Parce qu'elle ne voulait pas que moi, en voyant quelque chose, je fasse une réflexion, mais l'approche est totalement différente, quoi. Finalement, la Katia d'avant l'accident, elle était revenue après la rééducation, en s'adaptant avec les nouvelles, la nouvelle vie sans voir. Mais voilà, la Katia, elle était revenue et voilà, le combat est... Je ne vais pas dire qu'il était fini parce que je pense qu'il ne sera jamais fini. Il y aura toujours des jours où il faut se battre un peu plus, mais voilà, une bonne partie du combat était gagnée, ça c'est sûr. Katia se relève enfin. La soif d'indépendance est devenue son nouveau défi. Désormais, elle veut renouer avec ses passions et sa famille. J'avais un projet de faire une ascension au Népal avec des amis français en plus. Et à un moment donné, ma fille me dit « Maman, est-ce que je peux vous accompagner ?» Et puis bon, on s'est lancé, on est allé dans les Hautes-Alpes du Sud. Et là, encore une fois, on a eu une chance extraordinaire de rencontrer un guide qui avait déjà guidé des personnes handicapées, malvoyantes, et qui nous a donné la technique de marche. Donc simplement une bête laisse de chien mise, attachée à mon sac à dos, et la laisse est souple, donc bien sûr, il faut lui dire les chemins, mais donc elle sent mes mouvements aussi, et puis je lui explique le sentier. Ah, c'était pas évident, hein. Première rando sur les sentiers qui montent, avec les cailloux partout. Mais quand on est arrivé en haut, waouh, quelle victoire, quoi. On est arrivé à 5400 mètres toutes les deux, pas sans difficulté, mais on est arrivé en haut. Et pour ça, a été un bonheur extrême, quoi, de se dire, voilà, je peux encore le faire. Comme je dis toujours, hein, on s'est lancé dans l'aventure les yeux fermés, on verra où ça nous mène, quoi. Donc, arrivé là-bas, voilà, ça c'était de nouveau
toutes ces choses que je raconte, c'est parce que ça a tellement fait partie du coup de la reconstruction et du fait de la Katia d'avant, la Katia d'après, qui est restée exactement la même. Toutes ces victoires, Katia le sait, elle les doit à elle, mais aussi à une femme, son pilier, sa maman. C'est elle qui a souffert avec moi en première ligne parce que malheureusement, quand on va pas bien, la première personne sur qui on crache sa haine, son venin, c'est la personne qu'on aime le plus. Il y a des moments où c'est dur, hein, et puis il y a la fatigue aussi. On passe pas tout le temps des bonnes nuits. Hein. Cette période où j'ai eu très, très, très dur. Et elle s'en rend bien compte. Elle le dit d'ailleurs. Maman, elle a dégusté avec moi. Mais c'est passé, tout ça. C'est pas un pilier, c'est la terre entière. Enfin oui, sans elle, clairement, je serais pas où j'en suis aujourd'hui. S'accrocher, grimper, se battre, puis revivre. Katia est aujourd'hui une femme comblée, et c'est aussi grâce à un homme. Je suis complètement heureuse. Vraiment à tout niveau. Puisque voilà, j'ai rencontré Dimitri, l'homme de ma vie, mon mari. Ah ouais. Ah oui, là, il est adorable. Et là, je la sens. Elle m'en parle souvent. Elle dit, là, j'ai trouvé le bon, quoi. Ah non, il est gentil comme tout. Il est courageux. Et puis, il y a de l'amour entre eux. C'est le plus important. Hein. Et avec lui, je vais dire que j'ai même pas eu besoin d'avoir peur au début, de recommencer une relation, de la confiance en un homme, parce que lui, je dis, c'est la crème des crèmes, c'est la perle rare, donc voilà. Maître Touré, l'homme qui a tiré sur Katia, s'est ensuite donné la mort. Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement ? Juridiquement, c'est malheureusement terrible, puisque ça signifie qu'il demeure innocent aux yeux de la loi, bien qu'il ait tiré sur elle. Il demeure innocent puisqu'il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas pu y avoir de procès, il n'y a pas pu y avoir de condamnation. Qu'est-ce que ça implique ensuite pour Katia, qui ne pourra pas être indemnisée alors ? C'est terrible puisqu'il est difficile, effectivement, de réclamer une quelconque indemnisation, puisque par définition, l'auteur demeure innocent et n'a pas été condamné. Pour Katia, hein, qui a vécu ce qu'elle a vécu, est-ce qu'il y a des codes pour s'en sortir ? Les codes pour s'en sortir, c'est elle qui nous les a donnés. Katia, elle s'en sort parce que après un moment de désespoir, après une phase de dépression, d'alternance de dépression et de retrouvailles d'un petit peu d'espérance, après une année, elle a elle-même su se réadapter à sa vie nouvelle et établir des projets et construire un bonheur, avec le soutien de sa mère, de son ami et de son nouvel amant et mari. Donc il n'y a que le sujet lui-même qui peut trouver, avec l'aide de ses proches, la solution. Quel conseil donneriez-vous à des gens qui se retrouveraient dans cette situation, la situation de Katia ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Le conseil que je leur donnerais, c'est de mobiliser ce qu'ils ont de plus vivant en eux, avec l'aide de ceux qui les entourent, qui les aiment, et d'essayer d'entrevoir comment retrouver le plaisir et le bonheur dans cette situation nouvelle. Pour Katia comme pour Henri, il n'y avait guère d'amour dans le crime qui a ruiné leur vie. Le véritable amour, ils le puisent chaque jour dans le regard de leurs proches, ceux qui leur donnent la force de se reconstruire et d'avancer.